En même temps, c'est pas un mur. Non, voilà. On est reparti. Donc l'idée du tour de table, c'était de parler de la création des univers de jeux de rôle, spécifiquement des univers médiévaux fantastiques ou les variations du médiéval onirique, etc. Et puis plus généralement de la création des univers de jeux de rôle. Alors je vais laisser mes intervenants se présenter, mais je les cite et puis je pense que la plupart des gens les connaissent déjà dans le milieu du jeu de rôle. Donc on a alors ce que peu de gens savent dans le milieu du jeu de rôle, c'est que lui et moi sommes jumeaux. Seule notre mère nous différencie. Mais le truc, c'est que lui, il est tombé dans la marmite quand il était petit et pas moi. Voilà. Donc c'est le Grumpf. Le Grumpf qui dirige actuellement les éditions Chibi et qui est un auteur ultra prolifique. Hein, je ne veux pas dire le contraire, tu es ultra prolifique. Julien Pirou. Pierre Rosenthal, le célèbre Pierre Rosenthal, on dit maintenant même, et puis Batronoban, qui fait de la création de jeux de rôle, souvent avec un regard un peu, avec des angles, on va dire, qui peuvent être surprenants, rock'n'roll, voilà. Je vous laisse vous présenter en commençant peut-être par le Grumpf et venir sur ce que tu me disais quand on préparait la table ronde là, c'est que Tolkien, ça t'a toujours un peu impressionné de faire jouer dans l'univers de Tolkien. Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne dans Tolkien? Bon, c'est un univers avec lequel j'ai grandi à partir de l'adolescence que j'ai commencé à lire, mais avec lequel on a joué JRTM, puis plus tard le jeu de rôle dans les terres du milieu, puis The One Ring, etc. Enfin, il y a eu plein d'adaptations du jeu, mais c'est pas un univers qui est. Ça n'a jamais été un univers que j'ai trouvé facile d'incarner ou de jouer, de faire jouer surtout, parce que il est c'est pas rigide, mais il y a quand même une histoire préécrite, en tout cas une fin d'histoire préécrite, qui fait que jouer avant cette fin d'histoire contraint énormément ce qu'on peut raconter, et jouer après l'histoire, finalement c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a rien qui fondamentalement va différencier l'univers d'un autre, le mettre fan. En tout cas, il n'y a pas assez d'accroche, sauf à tout réinventer, mais auquel cas, quel est l'intérêt de réinventer les choses pour ce type d'univers. Donc c'est vrai que c'est un univers que je trouve extrêmement évocateur, intéressant, qui cadre énormément de choses, qui a donné énormément de direction dans l'écriture des univers derrière, c'est-à-dire par le travail domestique, la philologie, le travail sur la cosmologie, sur la mise en place des acteurs principaux et des dynamiques d'histoire qui ensuite sont peuvent être racontées. Donc c'est un modèle à tous ces niveaux-là, mais c'est pas un modèle qui permet, à mon sens, de faire du jeu de rôle facilement. C'est trop directif, trop prescriptif en fait. Ouais, il y a un côté, il y a des contraintes, c'est prescriptif, il y a un endgame qui est connu, ce qui va un peu à l'encontre finalement de ce dont on a l'habitude en jeu de rôle, où on met les prémices d'une campagne et puis ensuite on joue pour voir ce qui va arriver, et donc tout le monde découvre en même temps la fin de l'histoire, et là la fin de l'histoire elle est connue quoi. Donc, et pour le coup c'est vraiment une fin d'histoire, puisque quand on commence au 4e âge, c'est quelque chose de complètement nouveau qui démarre, pour lequel on a finalement assez peu d'informations, et ce que c'est que c'est l'âge des hommes. Voilà. Et puis démerdez-vous avec ça quoi. Et du coup là on se retrouve avec trop de place pour le coup, trop de possibilités, trop d'ouverture, trop de choses pour que chacun puisse effectivement s'en emparer pour inventer, pour avoir des idées, faire des choses, etc. Mais rien qui puisse faire œuvre commune, donc qui puisse faire canon au niveau des fans, au niveau des gens qui vont travailler sur les peuples. Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans
dans plusieurs de tes jeux, tu travailles sur la carte, la cartographie, le jeu de rôle en s'appuyant sur la découverte du territoire par des systèmes de cartes, de cartographie, d'exploration. C'est ce que je fais aussi quand je dois créer un scénario pour un univers souvent médiéval fantastique. Je commence aussi spontanément par la carte et chez Tolkien, ça commence aussi par la carte. Hein, on pense toujours à la carte très évocatrice qu'il a dessinée, etc. Est-ce que cette façon d'entrer dans la création par la cartographie, c'est quelque chose qui est plus facile, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui demande d'avoir tout de suite l'idée de où on veut aller? Je sais pas si je suis clair, c'est-à-dire est-ce que on dessine d'abord la carte et puis après on verra bien ce qu'on mettra dedans, ou alors on a toute son idée en tête et on dessine la carte exactement par rapport à l'ensemble du plan et de tous les éléments, quoi. Je pense que ça dépend des fois, mais d'une manière générale, c'est toujours un travail de balancier, c'est-à-dire qu'on a des idées initiales, on bosse sur la carte, pendant qu'on travaille sur la carte, on imagine des choses, on revient dessus. Là, pour un projet dernièrement, j'ai dû faire 3 ou 4 cartes différentes, tout en réfléchissant au projet, parce que j'avais une idée de l'ambiance générale du projet, je savais à peu près comment je voulais le mettre en place, mais je fais une première carte, je me rends compte que géographiquement ça collait pas, c'était pas les bons éléments qui allaient permettre de développer l'histoire comme je voulais, etc. Donc je suis revenu pendant que je travaillais sur cette carte, je continuais à réfléchir à l'univers, j'ai refait une deuxième carte, c'était toujours pas bon, puis une troisième qui tout d'un coup a pris des éléments, et en travaillant sur cette troisième carte, la fin de la réflexion s'est faite, et ensuite l'écriture du monde a été assez rapide parce que j'avais déjà des tas d'éléments qui se mettaient en place, qui s'étaient mis en place dans la réflexion pour la carte. Mais c'est vrai que la cartographie, je pense que ça vient du fait que dès le début, des tout premiers moments où j'ai eu le contact avec la fantasy quand j'étais ado, il y avait les cartes de Tolkien qui étaient là, et puis ensuite il y a eu les cartes notamment la carte de Tolkien, c'était la grande carte de Merck, une couleur immense, où non seulement il y avait le petit bout du Rovanion, mais il y avait toute la carte jusqu'aux terres du Sud, etc. Et je pense que c'est ces cartes-là qui nous ont fait voyager. Déjà à l'époque, il y avait aussi la carte de Harm qui traînait, qu'on voyait passer, on ne savait pas trop ce que c'était, mais ça passait déjà. Donc ces univers de cartographie étaient préexistants en fait. Le médiéval fantastique, c'est un monde assez photogénique, je sais pas si on peut inventer ce mot-là, mais la carte de la Belgaria, la carte dans les loups solitaires, il y avait le Magnamund, etc. Enfin, qui a produit énormément de visuels cartographiques. Et je pense que ça vient de la carte de Tolkien à l'origine, tous ces trucs-là, parce qu'en vérité, un univers médiéval, la cartographie, elle est inexistante, imprécise, ou alors ça ne correspond pas à une carte. Si je prends les vieilles cartes romaines qui indiquaient les routes, c'était un plan de métro à l'échelle de l'Europe, avec les routes et les stations, mais tout allait dans la même direction, et la carte elle faisait 2 mètres de long sur 40 cm de large. Il y en a des exemples dans l'expo d'ailleurs. Mais cette question de la carte des univers, et pas seulement d'ailleurs des univers médiévaux fantastiques, parce que quand tu prends Night City pour Cyberpunk, tout de suite on a eu la carte de Night City qui est arrivée très très vite au début des années 90, c'était les premières cartes urbaines qui arrivaient, Shadowrun, la carte de Seattle, tout de suite. C'est-à-dire que la définition de l'espace de jeu par la cartographie, ça permet aussi de cadrer, et quelque part de dire aux joueurs, on joue là, et on se préoccupera pas du hors-cadre. En tout cas pas tout de suite, et pas tant qu'on a des cadres. Dans Shadowrun, on avait quand même les cartes des tribus d'Amérique du Nord. Voilà, donc c'est arrivé, c'est arrivé très 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 vite. Shadowrun, la carte du vieux monde, Warhammer, la carte du vieux monde, c'était très tôt aussi. Mais alors c'est vrai que dans les premiers donjons, on n'avait pas de carte du monde. Enfin, c'était Greyhawk tout très vite. En fait, on se rend compte que
Moore a eu une carte très très tôt qui était vraiment très centrée sur il y a le château au milieu, des contrées autour. Mais je pense que la carte c'est l'invitation au voyage en fait. Tu vois une carte, tu dis si je vais dans cette direction-là, qu'est-ce que je vais trouver cette forêt qui est dessinée là, qu'est-ce qui pourrait s'y passer. Donc je pense que c'est aussi une manière de un peu kickstarter l'imagination. Quand on voit une carte, on a envie de savoir où elle mène. Donc c'est une astuce de création de monde qui est utile. Il y a les noms sur la carte. Alors, toi, Julien, tu as travaillé plutôt sur la création de jeux vidéo, notamment Heroes of Might and Magic. Alors, Might and Magic, de manière générale, voilà. Heroes est un des sous-familles. Et dans ces jeux-là, il y a aussi, maintenant, de façon systématique, proposé avec le jeu, parfois d'ailleurs, ça donne lieu à des goodies, des cartes. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la création de ces cartes-là ou de l'utilisation des cartes dans le jeu? Sur un jeu comme un univers comme Might and Magic, les cartes ont été très, très présentes très vite. Alors c'est Erwan Le Breton qui était le directeur créatif sur Might and Magic quand je travaillais sur cette série. Il est à la BNF là, dans quelques semaines pour parler justement de création de monde de fantasy, donc il aura sûrement l'occasion d'en reparler plus en détail. Mais le fait d'avoir la carte, c'était aussi, sachant que Might and Magic c'est une franchise, une IP comme on dit, où il y a du jeu de rôle mais il y a aussi du jeu de stratégie, de cartes, il y a plein de choses. C'était une manière de pouvoir placer des factions qui ont des territoires, qui ont du coup des conflits, qui ont des relations commerciales, des alliances, des choses comme ça. Et pouvoir placer tout ça sur une carte, c'était aussi une manière de s'assurer que les enjeux pour le joueur derrière seraient cohérents et pourraient... on voit la carte, le monde de Might and Magic, c'est Ashan, en tout cas depuis qu'Ubisoft a racheté la marque. Et on voit Ashan, on voit ok, donc il y a le Saint-Empire qui est au milieu, il y a les nécromanciens qui sont là, il y a les elfes sylvains qui sont en haut à gauche. Donc tout de suite on se dit bon ces peuples-là ont des relations, quelles sont-elles? Ça peut donner une histoire, ça peut donner un scénario dans un jeu, ça peut là il y a une ville neutre qui sert de marchande entre ces deux factions qui normalement se font la guerre. Voilà, c'est un cadre d'aventure. Donc c'est effectivement sur Might and Magic en tout cas le monde quand Ubisoft a rebooté en fait la série donc en 2004. Il y a eu tout de suite ce besoin dès le départ de dire on crée un monde à jouer. On crée un monde qui est un support pour avoir tout un tas de types de jeux qui vont pouvoir facilement s'incarner parce que le monde y est propice. Ce n'était pas forcément le cas avant, quand c'était New World Computing qui faisait les jeux Might and Magic, où on voyait que c'était beaucoup plus empirique. Ils commençaient un jeu et ils se disaient bon on va mettre des trucs là et puis on verra où ça nous emmène. Et régulièrement ils changeaient de monde parce que ça devenait tellement un peu nébuleux que ils étaient obligés de faire table rase. C'est-à-dire on arrive sur un nouveau monde, c'est un peu les mêmes factions mais dans un autre cadre. Et voilà, il n'y avait pas vraiment cette logique-là de dire on crée le monde d'abord et parce qu'on a un plan à 10 ans, à 15 ans, de dire on va développer cette série sur plein de types d'histoires et de gameplay. Ça arrive de temps en temps que les créateurs fassent un reboot. Là, c'est arrivé récemment avec le monde de Warhammer, donc pour le jeu de figurines fantastiques. On a oublié le vieux monde et puis on est parti sur une nouvelle incarnation. Ça plaît pas, il y a toujours les nostalgiques, alors on trouve des façons de faire revenir l'ancien monde, etc. Bon. Pierre, toi tu as créé 2 jeux à ma connaissance. Donc, dans lequel il n'y a aucune carte. Dans lequel il n'y a aucune carte, voilà. Alors, le contre-exemple de ce qu'on vient de dire. Mais parce qu'en fait, j'ai créé d'abord des systèmes. Donc, Simvac, c'est un système générique. Donc, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'univers. Donc là, il n'y a pas besoin. C'est juste un moteur de voiture, il n'y a même pas la carrosserie, il y a juste ça. Deuxième, Athanor, c'est un jeu de science-fiction qui se passe dans 300 ans. Il y a une carte, c'est la Terre. Il n'y a rien de changé, à part des autoroutes qui sont pas au même endroit. Je n'ai pas fait une carte juste pour les changements de place des autoroutes. Voilà. Après, moi sur les cartes, qu'est-ce que je peux dire? Comme tout le monde, j'ai découvert les cartes de jeu par Tolkien et ça m'a assez énervé assez rapidement puisqu'a priori, tout ce qui était
Fantasy après, tout ce qui était jeu avait toujours des cartes qui avaient même les mêmes icônes, c'est-à-dire les mêmes petites montagnes, les mêmes petites forêts. Et je trouvais que c'était vraiment un peu bête de ne pas avoir des gens qui avaient des iconographies différentes. Maintenant, après, voilà, j'ai d'autres idées sur les créations de monde, mais sur les cartes, il y a juste un contre-exemple, il y a un vrai contre-exemple que je voulais signaler, c'est Rêve de Dragon. Rêve de Dragon n'a pas d'univers, n'a pas de carte, c'est-à-dire qu'il y a une philosophie. On sait qu'on a un personnage qui va rechercher à retrouver son archétype, qui va de déchireur de rêve, déchireur de rêve, qui fait qu'en fait, à chaque fois, l'endroit où on est n'a rien à voir avec celui d'avant. Donc on décrit juste le petit endroit où on est. Parfois il y a un plan, parfois il n'y a pas de plan, c'est pas important. Et je sais que l'éditeur Multisim, quand il a repris le jeu, donc de Rêve d'un Dragon, le Dragon deuxième édition, après il a fait une édition pour débutants qui s'appelle Pony Rose, et ils ont insisté pour avoir une carte et un univers. Ça a mis dans une colère absolue de Niger Faux, l'auteur, qui a dit que c'était plus son jeu, et donc après il n'en a plus jamais parlé, il n'a jamais voulu travailler dessus. Et puis donc je crois que peut-être ça a marché, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un contre-exemple de quelqu'un qui ne voulait pas avoir de carte dans le jeu et de façon dans la conception même du jeu. Là, pour ceux qui ne sauraient pas, donc Rêve de Dragon, on est plutôt sur du médiéval onirique. Enfin, On passe de rêve en rêve. Enfin, fantastique ou onirique, c'est juste histoire de donner un autre nom. D'ailleurs, moi, c'est un truc sur lequel je vais réagir aussi, c'est qu'on a tendance en France à traduire fantasy par médiéval fantastique, alors qu'en réalité, la fantasy n'est pas forcément médiévale. Conan, c'est pas médiéval, c'est antique. De l'Antiquité, ouais. Même Tolkien, on le voit dans l'exposition, parce qu'il y a des lettres et tout, il dit clairement que pour lui, ce n'est pas médiéval. Pour lui, on est dans la préhistoire, ou en tout cas une antiquité un peu mythique. Donc c'est un peu trompeur en fait. Utiliser médiéval fantastique, c'est un type de fantasy, c'est pas toute la fantasy. Donc je pense que c'est important de faire aussi la distinction parce que rapidement à mettre l'adjectif médiéval qui fait référence au Moyen-Âge, qui est une période historique assez spécifique, cadrée, alors qu'en réalité la fantasy n'est pas nécessairement moyenâgeuse, c'est néologisme. Enfin, je pense que c'est juste un gardien de seconde, je pense que c'est juste un raccourci médiéval, il faut juste dire il y a un chapeau. Rien de plus, rien de moins. Médiéval européen encore. Non, oui. Mais je voulais revenir sur Rêve de Dragon, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin, pour moi, il y a un univers. Le simple principe des queues, des souffles, etc., les mots rêvants, l'histoire des différents âges, etc., fait une univers en soi. Et, par contre, qu'il n'y ait pas une carte générale, ça c'est clair, mais c'est vrai que quand on regarde la plupart des scénarios qui ont été publiés à droite à gauche, tu as toujours des cartes régionales. Tu as l'endroit où tu as 3 bouts, tu as des triangles pour faire les montagnes, tu as voilà, et puis une rivière, 2-3 noms de villes, mais en fait ce qui compte sur ces cartes-là, pour le coup c'est l'onomastique, c'est le nom des villes, c'est le nom des rivières, c'est le nom des montagnes, c'est le nom des choses, la manière dont c'est nommé qui en soi va donner la poésie, va rattacher cette région précisément à Rêve de Dragon par sa poésie et par les noms qui sont utilisés. Et c'est pareil, c'est-à-dire que pour la plupart des univers, tu parlais du fait que toutes les cartes se ressemblent parce que les montagnes, à chaque fois, c'est des petits triangles plus ou moins travaillés, etc. Les rivières, c'est des rivières. Les arbres, on fait des points ou des ronds, peu importe. On met un aplat de verre. Mais ce qui va changer systématiquement et ce qui va faire qu'un monde acquiert une vraie personnalité, c'est les noms qui sont sur la carte. C'est là que se situe la poésie de la carte, en fait, et l'invitation au voyage. L'onomastique, c'était ma deuxième entrée, mais je voudrais finir le tour de table d'abord, et après on revient sur l'onomastique, parce que justement je voulais parler de Live It. Comment est-ce que tu utilises la carte dans la création de tes univers? Alors, déjà, l'absence de carte, c'est intéressant, c'est que ça permet un peu l'imprévu, ça permet le chaos, ça permet en fait une espèce de danger où forcément il n'y a pas de frontières qui sont fixées d'avance. Et ce que j'aime bien aussi, c'est il n'y a pas de carte, donc du coup on peut y aller à fond, on peut aller dans des thèmes un peu plus
rapide, dans un rythme en fait, de partie où on va être moins basé sur le lieu, mais plutôt la succession de scènes. Et chaque scène va avoir un enjeu, mais ça va pas être forcément basé sur une exploration d'un lieu, parce que le lieu il peut changer. Donc, par exemple, sur des univers effectivement qui vont beaucoup utiliser l'aléatoire, ou alors par exemple on peut imaginer un monde qui est sans arrêt changeant. Donc, à quoi bon faire une carte dans un monde qui change parce que je sais pas, les packs tectoniques magiques. Il y a plein de créativité aussi à avoir en l'absence de cartes et en jouant sur le fait non mais là ça sert à rien de faire une carte parce que demain ça sera pas le même territoire ou le même danger. Quelque chose de beaucoup plus flottant, ouais, discontinu ou mais je pense chaotique. Ça rejoint l'onirique parce que c'est ça aussi, c'est dans les rêves, dans les choses un peu imprécises, l'important c'est de pas avoir de cartes, tu vas te laisser aller avec des idées, des thématiques, des imaginaires, des créatures, etc. sans les placer forcément quelque part. Là, tu crées une ambiance. Après ça c'est pour des jeux par exemple que j'ai pu faire qui étaient un peu au terme du chaos, mais après moi j'ai aussi vu d'autres jeux qui rejoignent exactement ce qu'on a dit avec une carte sur une région par exemple historique, et c'est important parce que c'est aussi un repère et on va dire quelque chose qui parle à tout le monde. Alors pour revenir sur l'onomastique, c'est pas donné à tout le monde de trouver des noms évocateurs, le nom qui va rester, qui va faire rêver, qui va faire référence. On a la ville médiévale fantastique française, La Élite, qui va être rééditée prochainement par Black Book. Et Pierre, tu avais participé à la création de La Élite avec l'équipe de Cassius Belli. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu avais procédé par tout ce qui était justement nommer les lieux, nommer les... En fait, c'est assez simple. Par contre, là, typiquement, cette ville, c'est partie de la carte. C'est Didier Guézrix, le rédacteur en chef de Cassius Belli, qui avait l'idée, alors je ne sais plus si c'est Istanbul ou Constantinople, il y a une ville vers la Méditerranée qui est séparée en deux. On s'est dit, on va faire la même chose. Il y a eu un bout de carte, et comme on était pas mal de personnes, c'était un moyen en fait d'être 6 ou 7 personnes à travailler en même temps. Donc on avait dit, c'est une ville penchée, donc on va dire c'est comme des terrasses de pavillon. Donc terrasse 1 à 7, je prends la 1, je prends la 2. Et donc il n'y a pas eu vraiment de... Et puis chacun travaillait de façon séparée. Moi après j'essayais un peu de rassembler pour que ça ressemble à quelque chose. Et moi j'avais celle du milieu, on s'est dit il y a des nuages là, on va appeler ça la terrasse du nuage. Celle qui est en bas, commerce. Donc là il n'y a pas eu vraiment de ce genre de choses. Et la seule réflexion ça a été sur le nom de la ville. Parce que je sais pas, pendant 3-4 mois on n'avait toujours pas de nom. Et je crois qu'un mois avant la publication, on discutait tout le temps, on a été à un festival à Brest et on discutait, je me disais ce serait bien que ce soit l'équipe et tout. Donc j'avais inventé des espèces de créatures qui créaient la ville, qui étaient donc des pierres. On a appelé ça des litos. Puis après il y avait un personnage qui était Victora, puis après on a essayé de sortir là-dessus. Et puis après c'est de l'allitération, qui est dedans, la élite. Et puis en discussion, c'était même quelqu'un qui n'était pas de la rédaction, c'était la petite amie d'un des dessinateurs qui était à ce festival de bande dessinée, qui a proposé ça, et on dit c'est super, c'est génial. Donc je crois qu'il y a son nom dans les premiers crédits. C'est pas nous qui l'avons inventé. Mais c'est vrai que les noms sont très importants. Et en fait, moi j'ai jamais vraiment travaillé sur les noms dans le Medfan, des choses comme ça, mais j'ai été traducteur de Magic pendant 10 ans. Et en fait, à chaque fois que je traduisais le nom d'une carte, je me disais il faut que ça sonne presque comme l'anglais, mais ça sonne comme le français, et que les gens, quand ils parlent en anglais, comprennent le nom français, même si ça n'a rien à voir. Et donc, les slivers sont devenus les sliverines, et je ne me rappelle plus d'autres exemples, mais en fait, le principe, il fallait qu'un nom sonne bien. Il sonne bien, ça c'est merci Monsieur Fauvert, c'est le gaulois, c'est-à-dire qu'on le prononce à toutes les lentement, longtemps, devant des gens, est-ce que ça fait bien? Et là, on essaie de voir si ça nous fait plaisir. Et après, on ne saura pas si ça marche ou pas, ça c'est le public. Mais l'idée, c'est qu'on se dit, si je le présente à 3-4 personnes, que moi ça me fait bien, ça a peut-être des chances de marcher. Et je
pense que pour le Medfan, c'est comme ça, pour les noms de race, les noms de peuple, les noms de lieux, c'est intéressant de leur trouver une étymologie, une raison d'être là, mais pour moi, la graphie et le son sont très importants. Quelqu'un m'a envie d'aller là-dessus parce que notre brave modérateur a décidé de sortir. Sinon, j'ai plein de choses à dire, mais qui n'ont aucun rapport. Ouais, non, moi je disais que c'est vrai que trouver des noms c'est toujours compliqué. Moi, souvent l'astuce, la tricherie que je fais, c'est je prends des noms d'anciennes civilisations, des noms existants. Je vais voir chez les Étrusques, les Égyptiens ou autres, les Éthiopiens. On me dit juste si on peut parler plus fort, parce que les gens qui nous regardent disent qu'ils nous entendent à peine. On va essayer de forcer nos cordes vocales avec parce que moi je n'arrivais pas du tout à lire en fait. les dernières forces qui nous restent, parlons plus fort. Ok. Donc oui, je repars en fait de noms existants d'anciennes civilisations ou autres, parce que et puis je les modifie. Au final, ça ressemble. J'arrive à quelque chose de très différent. Mais j'aime bien que les noms aient cette sorte de familiarité qui, pour moi, les rend plus faciles à retenir, à utiliser. Puis ça colporte aussi des images plus facilement. Mais voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui arrivent à sortir des noms totalement de leur imagination et à faire des trucs qui sont super mémorables. Et après, il y a des petites astuces si vous voulez créer des noms un peu fantastiques ou de langue inventée, mais sans être avec une grande connaissance. C'est tout simplement vous jouez sur les voyelles, les consonnes, vous en enlevez en fait une forme. Par exemple, vous enlevez telle consonne, la troisième consonne, après je sais pas quoi. Et en fait, du coup, vous avez une petite formule et ça vous permet de créer rapidement des mots, qui semblent un peu de la même consonance. Voilà, c'est une espèce de technique. Moi j'ai beaucoup appris en fait en monastique avec récupérant en fait il y a le site de Ketmonk, Monasticon, qui est une source absolument incontournable pour récupérer des noms du monde entier, puisqu'elle a mis, elle a été chercher vraiment, que ce soit pour les civilisations anciennes ou pour les cultures actuelles, elle a été chercher des prénoms pour les hommes et les femmes, les noms de famille, etc., pour tous les pays du monde, en Afrique, en Europe, en Asie, etc. Et puis, y compris pour les civilisations anciennes, tous les noms qu'elle a pu trouver, qu'elle a pu réunir, elle a fait. Et donc on peut voir comment des mêmes noms d'origine grecque, biblique ou autre sont transformés en fait d'une culture à une autre, que ce soit en Irlande, en Écosse, en Norvège, en Allemagne, etc. C'est les mêmes origines et les noms sont transformés. Il y a pour une même racine, on va avoir 50 prénoms différents qui des fois n'ont absolument rien à voir, mais on sent bien le glissement, etc., les mutations qui ont lieu. Et donc déjà là il y a plein de leçons à prendre, et puis il y a aussi des leçons à prendre sur la manière, justement pour nous en France faire une monastique qui soit francophone tout en étant fantasy. Il y a tout un truc à prendre sur la manière dont les noms étrangers sont francisés. London devient Londres, la Bourgondie devient la Bourgogne, la manière dont il va y avoir ces mutations de simplification des mots, dont on va transformer des suffixes, on va les adoucir, on va leur donner des choses qui sonnent beaucoup plus doux, etc. Et ou au contraire, on va leur donner une accroche un peu plus importante. Et en fait, quand on regarde la manière dont des mots étrangers sont francisés, après, ça devient assez facile d'aller prendre des noms de bled lituaniens, estonien ou autres, et de les transformer. Et tout d'un coup, d'avoir des noms qui vont avoir cette sonorité française,
et qui vont garder leur nature de fantasy parce que c'est pas des noms qu'on connaît en France. Et alors l'autre manière, c'est d'aller chercher des noms de ferme, parce que c'est aussi finalement très fantasy d'aller jouer à la Haute-Fresnay ou à la Vaubandière. C'est finalement assez exotique, mais ouais, le travail sur le monastique, il peut se faire aussi justement sur ce jeu, sur les sonorités, et en fait essayer de trouver des ensembles de sonorités qui vont constituer une culture, et ensuite sur une autre culture on va prendre un autre ensemble de sonorités. Et moi j'avais fait ça aussi à une époque il y a aussi des choses qui peuvent être faites. J'avais fait ça quand j'avais traduit la carte de Mortel d'Acier, où il y avait les monts du Conan pour le pays qui habite à l'est des montagnes, et le mont du Levant pour le pays qui habite à l'ouest des montagnes. Parce que d'un pays à l'autre, c'est pas le même nom qui est utilisé pour les mêmes montagnes. Et donc on se retrouvait, et donc en cherchant comme ça, en essayant de trouver les noms, on pouvait trouver des sonorités qui allaient différentes, pareil pour les noms des dieux, qui allaient avoir des noms différents selon les pays, mais qui étaient toujours des adaptations des noms originaux en fait. Donc ce travail en fait peut être n'est pas compliqué à faire. Il faut juste essayer de voir, en fait, prendre des exemples et puis voir comment on peut adapter les choses. Alors, ma troisième et dernière entrée, c'est la question du groupe. Dans Tolkien, il y a le célèbre groupe de la compagnie, et souvent, dans les sagas médiévales fantastiques, il y a un groupe. Au jeu de rôle aussi, il y a un groupe, c'est les joueurs autour de la table. Comment est-ce que vous intégrez cette question du groupe et de la façon dont tu vas pouvoir interagir lorsque vous créez un scénario ou un univers? C'est vrai que c'est très important le groupe dans un jeu de rôle, puisque ça va réunir un peu les participants, et que derrière il faut une excuse pour qu'ils aillent à l'aventure. Et on se retrouve en général avec des gens qui n'ont rien à voir en termes de personnages, et qui tout d'un coup, c'est le fameux cliché de l'auberge, on se retrouve dans l'auberge et puis ça y est, on a la mission. Donc, du coup effectivement c'est important à mon sens d'avoir une explication dans l'univers en fait qui va dire voilà pourquoi les héros se retrouvent, voilà pourquoi les joueurs ont une raison en fait de vivre des aventures parfois très dangereuses ensemble. Et donc ça peut être pour un univers de science-fiction, ça va être une agence. Pour un univers médiéval fantastique, ça peut être une société secrète. Ça peut marcher d'ailleurs dans d'autres styles. Après, on peut avoir plein d'idées comme ça. Ça peut être un dieu qui réunit, ça peut être le destin lui-même, ça peut être. Je pense que beaucoup de jeux aujourd'hui, de plus en plus, intègrent justement une raison forte en fait pour que les joueurs se retrouvent, et puis que leur personnage ait une raison commune. Je pense que c'est très important. Là, sur le plan purement ludique, pouvoir très clairement dire, vous les joueurs, dans ce monde, vous faites partie de cette organisation, vous jouez ce type de personnages qui sont là pour faire ce type de mission, quitte à s'en écarter plus tard dans la vie du jeu, bien sûr, mais ça aide beaucoup à rentrer dans un univers de jeu où tu peux tout jouer, mais tu sais pas vraiment pourquoi. C'est compliqué. Parce que moi, par exemple, ce qui m'a tout de suite séduit moi dans Shadowrun, enfin Shadowrun, c'est pas du tout du médiéval fantastique, mais dans Shadowrun, je t'explique ce que c'est qu'un Shadowrunner. C'est des mercenaires, ils travaillent dans l'ombre pour les corporations, ils font des plans de barbouze pour les uns, pour les autres, et tu sais tout de suite que t'es un mage, t'es un samouraï, t'es ce que tu veux, mais t'es un Shadowrunner, et c'est clair ce que tu es dans ce monde. Et je pense que c'est ce que t'avais par exemple avec Oltré, avec les patrouilleurs. Il y a aussi cette idée. En fait, il y a deux manières de faire, je pense. C'est effectivement soit l'organisation, le truc extérieur au personnage, soit, moi j'ai fait ça sur plusieurs campagnes, ça marche très bien aussi, c'est de demander aux personnages, aux joueuses, ok, qu'est-ce qui unit vos personnages, quelle est
la motivation qui font qu'ils vont rester ensemble. Donc j'ai eu des trucs genre, notre groupe, on travaillait pour des gens, on a été trahi par un mec et notre but, ça va être de retrouver ce mec et de le punir. Et donc tant qu'on n'aura pas retrouvé le mec, on reste ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on appartient à la même organisation, c'est juste qu'on a cet objectif-là ensemble. Voilà. Mais après, effectivement, j'ai pas de protocole, il y a des patrouilleurs, il y a plein de méthodes intéressantes. Et justement, je voulais juste est-ce que cette question du groupe et de l'individu, la notion de groupe qui travaille ensemble, qu'on suit, c'est un truc qui est finalement, quand on regarde bien, qui est vraiment Tolkien. Parce que le roman, enfin le héros du roman, pratiquement toujours, c'est un mec avec ses sidekicks. Enfin, c'est un héros principal et il a ses sidekicks. Et des fois, ils sont deux. Genre, les Grand Kessler, par exemple, il y a deux héros, mais il y en a quand même un qui est plus important que l'autre, un peu quand même. Et en fait, dans plein de romans d'aventure, on va avoir, il n'y a qu'un assassin royal. Même s'il a un groupe autour de lui, le mec qui fait, c'est l'assassin royal. Et en fait, moi, j'ai commencé à travailler il n'y a pas longtemps sur un jeu dans lequel l'idée c'était d'avoir un personnage principal dont on suit l'histoire et les autres joueurs autour de la table jouent des rôles secondaires. Et c'est hyper compliqué à gérer. Alors pas parce qu'on peut donner un rôle principal à l'un et puis etc. C'est juste que les joueurs qui jouent pas le rôle principal ont vite l'impression c'est pas qu'elles s'amusent pas, mais elles ont pas la même implication dans l'histoire vu que c'est pas leur histoire. Et le principe du groupe, c'est qu'on raconte l'histoire à la fois du groupe et aussi l'histoire de chacun. Même si pendant une séance de jeu, ça va être plutôt avec lui, puis la séance d'après, c'est plutôt l'autre, etc. Mais cette notion d'implication du personnage dans son destin individuel au sein du destin commun, c'est un truc qu'on retrouve très fortement dans Tolkien, puisque effectivement, il y a la communauté, et puis après, quand ils sont séparés, on suit chacun d'entre eux, mais par petits groupes. Et en même temps, le destin individuel de chacun est très fort, très important aussi. Et c'est quelque chose que... Alors, j'ai commencé à travailler sur des mécaniques pour essayer d'adoucir, c'est-à-dire de répartir le pouvoir de narration autour de la table de façon à ce que les personnages secondaires, même si leurs personnages sont moins importants, ils sont un peu en retrait, par rapport, c'est pas leur destin qu'on raconte, les joueuses aient quand même une importance pour le travail de destin de leur protagoniste principal. Mais c'est super dur à régler parce que c'est pas quelque chose de naturel pour justement dans le rôle. C'est un peu antagoniste à ceux qu'on a l'habitude de jouer. Et c'est aussi antagoniste avec l'idée que chaque jeu, c'est-à-dire que les joueurs se font de leur propre importance au travers de l'importance de leur personnage. Et on se rend compte à quel point c'est devenu un mème central et presque un incontournable du jeu de rôle sur table, puisque quelque part même dans les PTBA où on va avoir chaque personnage en conflit avec les autres et a son importance, c'est-à-dire qu'on ne forme pas un groupe, pas vraiment un groupe, puisque les conflits internes sont très très forts. Et pourtant, chaque personnage est hyper important en lui-même. C'est-à-dire que là, c'est le contraire, on expose le groupe, mais pour renforcer l'individualité de chacun. Au lieu d'exposer le groupe pour renforcer l'individualité de l'un et de rentrer dans une narration quelque part classique du roman, d'aventure, avec un héros principal et des gens qui rentrent, qui sortent, qui sont là, qui sont pas là, etc. Pour finir, on va peut-être parler de votre actualité à chacun, sur quoi vous travaillez en ce moment et éventuellement quel rapport ça peut avoir avec Tolkien ou avec les univers fantastiques. Est-ce que tu travailles sur quelque chose Alors ce qui est vraiment en rapport, c'est que j'ai traduit pour un autre éditeur un excellent livre de conseils pour justement créer des univers de jeux de rôle. Le titre anglais, je vais le traduire, du coup c'est le guide pratique du kobold faiseur de monde. Voilà, donc tout un programme, mais c'est un petit bouquin qui est fait par Kobold de Presse et qui vraiment est un guide que je trouvais vraiment très bien fait, qui égrène
plusieurs sujets, je vais faire des cartes, par quoi commencer, est-ce qu'on commence grand, est-ce qu'on commence petit, voilà, plein de choses assez pratiques comme ça, les jeux, leur démographie, et qui sera du coup, je pense qu'on dit bientôt. Et du coup, je pense que, moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller aussi vers des petites références comme ça qui existent en France. C'est un peu plus rare, c'est vrai. Mais pour vous aider à créer des mondes, il y a déjà un peu de livres sympas. Pierre, aucune actualité, rien de prévu, mais donc comme je fais là, que c'est pour les mondes fantastiques, juste une division pas des conseils, mais je pense qu'il y a vraiment une différence entre un roman, une histoire qu'on raconte et un jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, en fait, va souvent s'intéresser à l'univers, à la façon dont il marche, à être mécanique, et va tendance à être trop précis, trop compliqué, parce qu'en fait, il y a la notion de vouloir avoir de la liberté pour tout le monde. Et quand j'ai travaillé un peu dans le jeu vidéo, en fait, non, il faut travailler sur ce que voient les personnages et après on verra, on développera si on en a besoin. Donc en fait, il y a l'univers d'un côté, qui est l'espèce de mécanique du jeu de rôle, il y a les personnages et il y a l'histoire. Et en fait, on peut travailler sur chacun des choses différemment. Le jeu de rôle traditionnel, à mon avis, est l'opposé exactement de l'histoire. Et il va se poser sur qu'est-ce que c'est que l'univers, comment marche l'univers, même si les personnages ne sont pas là. En fait, le jeu de rôle pourrait exister même sans personnage, même sans joueur. Le roman, l'histoire, le film, ce qui est important, ce sont les personnages, c'est l'histoire. Si je veux aller même jusqu'à la caricature, Le Seigneur des Anneaux, l'univers n'a pas de grande importance. Il y a 7 personnages, ils ont une mission pour sauver l'univers, tant mieux, ils doivent faire quelque chose, et au fur et à mesure, ils rencontrent des épreuves. Et au fur et à mesure, on peut dire qu'elles sont créées au fur et à mesure que Tolkien en a besoin. Il se trouve que comme il est intelligent, il a bien fait derrière, il a fait son plan, et lui, il avait peut-être besoin d'avoir le plan. Donc le plan, la carte existe. Mais ce qui est important pour moi dans le Seigneur des Anneaux, ce sont les personnages et l'aventure. Donc en fait, votre jeu, soit vous allez le construire par une carte, soit vous allez le construire pour des personnages. Qu'est-ce que font ces personnages? Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Par exemple, dans Ignominé, Satanisme, Magna Veritas, ce sont tous des anges ou des démons qui répondent à leurs ordres de leurs supérieurs, tout comme James Bond va répondre aux ordres du Premier ministre d'Angleterre. Et en fait, la dernière chose, je veux dire, c'est d'avoir un concept et rester juste sur le concept. Par exemple, j'ai essayé tout à l'heure d'en trouver un juste par là. On dit, par exemple, quand les gens meurent, ils ne meurent pas. Et en fait, les morts vivants restent toujours dans la société. Qu'est-ce que ça pourrait être intéressant quand on meurt, que la mort n'existe pas, et de se dire, oh, je me laisse tuer, tiens, mais c'est pas grave, je suis quand même par là. Mais est-ce que c'est une souffrance? Est-ce que c'est pas des souffrances? Là, on a créé un univers, il n'y a pas de carte, il n'y a pas toujours un autre personnage. Et après, on peut se dire, est-ce qu'il est intéressant de faire des choses dedans ou pas? Là, actuellement, je suis en train de PG un jeu de Patro, dans lequel on va être des musiciens qui vont en faire ou des choses comme ça. Je ne sais pas trop exactement ce qu'on va faire, mais le concept de jouer un groupe de hard rock, donc c'est un groupe quand même, et de faire des choses bizarres, fantastiques dans les enfers, ça me parle un petit peu. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais je pense que ça va me plaire. C'est peut-être pas tout à fait le meilleur fantastique, mais là on est parti d'un concept. Donc voilà, je pense qu'il y a l'histoire, le concept, l'univers. Sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Alors moi, je travaille plus chez Ubisoft depuis quelques mois. Là, j'écris du jeu de rôle justement. Ça tombe bien. Je suis revenu un petit peu à l'ancienne. Donc j'ai eu l'occasion d'écrire pour un jeu américain qui s'appelle Hearthstone, qui est un jeu de fantasy post-apocalyptique, mais préhistorique. On est plus proche de Conan dans l'esprit. Voilà, où j'ai développé en fait un supplément sur le Hearthstone. En fait, c'est notre monde, mais à un âge légendaire. Et donc j'ai écrit le supplément qui est dédié à Arancia, qui est en fait l'équivalent de la France, géographiquement en tout cas, dans cet univers-là. J'ai bon espoir qu'il sorte cette année. Et sinon, je suis en train d'écrire mon propre jeu, dont j'ai aussi bon espoir qu'il sorte cette année. J'ai plus de contrôle dessus, donc je suis un peu plus sûr de moi. Et voilà, qui est de la fantasy, mais qui est en fait de la fantasy science-fiction. Très Mobius, Douillet, Casa dans l'esprit. Voilà, c'est un autre type de challenge qui change un petit peu
par rapport à ce que je faisais quand j'étais à Ubi. Et puis, juste pour rebondir sur ce que disait Pierre, récemment j'ai eu l'occasion de parler à Mathieu Gabory, un romancier de fantasy célèbre en France, hein, qui est créateur des crépusculaires, de plein de choses. Et en fait, lui, ce qu'il me disait, c'est que par rapport à quand il a commencé à écrire des romans, en fait, il venait vraiment du jeu de rôle et il a dû un peu désapprendre les réflexes du jeu de rôle, justement parce qu'il avait tendance à vouloir trop aller dans l'univers, le background, tout ça, et un peu oublier les personnages qui devaient vivre là-dedans, et qu'il a dû réapprendre à faire la différence entre ce que lui appelait la matière froide. Donc c'est justement tout le passé du monde, les organisations, les factions, et la matière chaude, qui sont ces personnages qui sont dans ce monde, qui ont des envies, qui ont des passions, qui ont des amours, des haines, qui sont vivants. Et quand on fait un roman, c'est ce qu'il disait, c'est quand on fait un roman, c'est de la matière chaude dont on doit vraiment parler. La matière froide, elle est là un peu en support. Mais ce qui est intéressant, ce que les lecteurs veulent lire, c'est l'histoire de ces personnages. Donc je pense que ça rejoint ce que tu disais. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce qu'on livre au final au lecteur, c'est pas la même chose. Quand on fait un jeu de rôle, on doit donner finalement une boîte à outils, une sorte de bac à sable où ils vont pouvoir piocher ce qu'ils veulent. Et un roman où par contre, la promesse qu'on fait, c'est de dire on va vous emmener dans une aventure avec des personnages auxquels vous allez vous attacher. Et voilà, effectivement, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Et le groupe, je rebondis si je peux me permettre 2 minutes, parce que cette question de matière chaude, de matière froide, en fait, elle est aussi complètement, elle est aussi extrêmement importante. Quand j'écrivais des scénarios pour BD il y a des années, j'écrivais les univers qu'il y avait autour, et j'ai un pote qui me disait, mais quand tu mets 2 personnages à discuter à un bar en train de prendre une bière, il faut que tu imagines les plans de l'usine à bière et la manière dont la bière a été ramenée là, et les plans de la cave où les bidons ont été mis. Et je me disais, ouais, j'ai besoin de ça pour m'accrocher, pour savoir ça ou des trucs. Voilà. Et en fait, à force d'écrire, puis avec des différences, notamment avec Isler, Darbull, avec ses principes de module, etc., je me suis vachement rendu compte, puis quelques expériences un peu malheureuses où j'ai été vraiment trop loin dans l'écriture du monde de manière froide. Je me suis rendu compte que c'est pas ça, donc effectivement, même dans un jeu, on n'a pas besoin de ça. Il faut, quand on écrit, il faut essayer de rester là où on a vraiment besoin de matériel à mettre en œuvre, de matériaux à mettre en œuvre autour de la table. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas fondamentales, qui peuvent être utiles, mais qui peuvent faire l'objet d'une annexe ou d'un truc à côté. Et en fait, il faut apprendre, même quand on écrit du jeu de rôle, il faut apprendre à arrêter avec les catalogues sans fin, avec les guides de voyage, avec les choses il faut aller au plus près de ce qui va être utile en jeu, de ce qui va être évocateur pour le maître de jeu, de trucs qui vont suffisamment se verrouiller dans sa tête pour qu'il n'ait pas besoin de lire ses notes pour improviser et savoir qu'il improvisera de manière juste par rapport à l'intention de ce qui a été écrit précédemment. Et que le détail n'a aucune importance, puisque le détail, en fait, surtout en jeu de rôle, quand il se déploie au travers de la parole du maître de jeu, il ne peut se déployer qu'au travers de la culture personnelle du maître de jeu, de ses propres connaissances, de ce qu'il a lui-même envie de mettre en œuvre, etc. Et donc, les seules choses qui sont vraiment utiles, c'est pas les détails que l'auteur va imaginer et poser sur le papier, mais c'est la manière dont il va poser des incontournables, des amers extrêmement forts, et des choses qui vont tellement s'incruster dans l'esprit du meneur de jeu qu'il va pouvoir mobiliser sa propre culture pour repartir de là et improviser et poser les choses. Et ça demande un niveau d'écriture et de réflexion sur ce qu'on veut écrire qui est aussi exigeant pour du roman ou d'autres trucs. Et c'est pas forcément compliqué à faire, c'est juste se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça ou est-ce que je n'en ai pas besoin? Est-ce que autour de la table ça va servir ou est-ce
parce que ça va encombrer l'esprit du maître de jeu. Éviter l'effet catalogue avec le jeu. Moi, on a fait l'erreur sur Exil, on a tout mis, tout. Enfin, j'ai même des trucs qui sont jamais sortis. J'ai des articles complets sur l'industrie de l'acier, du fer et de l'acier, depuis l'extraction des mines jusqu'à sa production. Tu vois. Le tout mis dans l'univers d'Exil, mais qui sont basés sur des articles du 19e siècle, sur l'industriel, etc. Enfin, des choses qui ne servent à rien. Alors, aussi, pour ma culture personnelle générale, ça a été super utile d'apprendre les technologies du fourneau, quoi. Mais en vrai, sur table, tu as juste à dire que y a des minières, et puis ensuite, il y a des usines pour transformer le fer, le minerai en fer, puis en acier, puis en fonte, et qu'il y a une industrie autour de ça. Mais finalement, ce qui va être plus intéressant, ça va pas être de parler de l'industrie, ça va être de parler des gens qui y travaillent, des patrons qui font le truc, de la manière dont les ouvriers s'organisent en syndicats, c'est-à-dire de la matière chaude, c'est-à-dire de toute l'humanité qu'il y a autour de cette production. Et la production en elle-même, finalement, elle n'est pas utile. Mais à l'époque, il y a 15-20 ans, on était dans cette idée on était encore dans cette idée de tout mettre sur papier. Encyclopédie, voilà. Quand on est sorti, et ça se voit même, tu vois, là je suis, pour parler d'actualité, je suis dans Arnes, et les première et deuxième édition, donc Arnes c'est un jeu encyclopédique, donc c'est vraiment le jeu encyclopédique par excellence. On prend le truc général et puis ensuite on déroule jusqu'à nommer maison par maison les occupants des maisons. Et ils arrivent à rendre intéressant même ce truc-là, c'est-à-dire que dans chaque maison, on a les noms des gens, mais on a juste une petite phrase. Il est un tailleur, mais il a un problème avec sa belle-mère et il doit énormément d'argent au mercier du coin. Rien que ça permet de lancer des aventures, de lancer des histoires locales, de mettre en place des dynamiques, etc. Et dans la troisième édition, notamment, ils ont fait un boulot extraordinaire pour recentrer en fait la présentation générale du monde, pour la remettre de manière, pour la mettre en forme de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on puisse s'en emparer tout de suite et qu'il n'y ait pas trop d'efforts de prendre l'info, de l'analyser, de la tourner, d'examiner avant de commencer à voir les liens dynamiques. Et ça, c'est un truc, je pense, en écriture de jeu, ça permet d'écrire des jeux plus petits, plus faciles à prendre en main et plus dynamiques autour de la table. Pour rebondir là-dessus, je repense à un jeu, encore une fois, pas un jeu médiéval fantastique, désolé, c'est Achtung Cthulhu, que j'avais lu il y a quelques années. Et en fait, moi j'aime bien Hellboy, tout ça, donc ça me parlait plutôt le thème. Et je lisais le bouquin, je me disais, bon, là, il me fait le déroulé de la Seconde Guerre mondiale et des batailles et tout, mais concrètement, c'est quoi ce jeu en fait? Et c'est à la fin du livre où il y a des scénarios. C'est finalement au moment où je suis arrivé au scénario, j'ai lu les scénarios, je fais ah d'accord, c'est ça en fait Achtung Cthulhu. Et j'en ai vraiment regretté que les scénarios ne soient pas au début du livre en fait, parce que je me dis, si j'avais lu ça d'abord et ensuite tout le reste, j'aurais pu vraiment plus rentrer dedans en fait. Donc c'est organiser un livre de jeu de rôle, hiérarchiser les informations, c'est aussi c'est un travail à part entière. C'est compliqué, hein. Surtout quand on veut écrire des univers un peu étendus, un peu compliqués, un peu larges, dans lesquels on veut pouvoir transmettre l'ensemble des informations qu'on pense pertinentes pour jouer. Et ça se fait pas comme ça en fait, c'est vraiment il y a plein de moments où on est obligé d'écarter des choses et où ça fait mal au cœur quoi. Et plein de moments où on se dit on a été assez clair et en fait non, il manque des trucs pour que ce soit suffisamment dynamique pour que ça rentre dans le jeu. Je vais vous libérer. Je vous remercie vraiment d'avoir bien voulu participer à cette captation. Demain, au même endroit, ce sera une table ronde sur l'innovation et la ludification, avec d'autres intervenants qui nous parleront de l'utilisation du jeu dans différents contextes universitaires, d'entreprises, etc., etc. Je vous remercie beaucoup. Je vois que ça continue à jouer de l'autre côté de la ville, donc on va y retourner. Puis je crois que tu m'as donné une partie, ça va être le moment de t'y mettre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est bon.
grande peluche, ça fait du bruit. C'était d'avoir un truc comme ça, tu vois. Essayer de les intégrer dans le groupe. Le groupe, c'était un peu forcément.